Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis venu vous parler de la mesure objective des émotions. Voilà, et je me posais vraiment la question, je me la pose encore un peu quelquefois. Est-ce que la mesure objective des émotions, c'est une opportunité ou une menace pour les créatifs? Alors, je vais me présenter et vous expliquer comment j'ai pu me poser cette question. Donc, je m'appelle Antoine Desoir. Donc moi je viens de la communication, de la pub, du marketing et en 2013 j'ai rencontré par hasard des chercheurs du CHR de Lille qui m'expliquaient qu'ils avaient mis au point un système qui permet de mesurer la douleur des patients au bloc opératoire. Donc il y a un monitoring de douleur à partir de la variabilité cardiaque. Donc ça permettait à l'anesthésiste d'avoir donc ce niveau de douleur sur un écran et donc d'administrer la bonne dose de sédatif au patient qui est en train d'être opéré. Et donc, et moi à cette époque-là, au même moment, je venais de créer ma première campagne de pub qui passait à la télé. Donc, et ça a été des pubs très disruptives pour un fabricant de couettes et d'oreillers, où les pubs étaient plus proches de Red Bull que de ce qui se faisait habituellement. Et moi, mon Graal, c'était pas de mesurer la douleur, mais effectivement, les émotions positives que ça pouvait procurer aux clients de mon client. Et donc, j'aurais dit, mais avec votre truc, si vous êtes capable de mesurer la douleur, vous êtes capable de mesurer le bonheur. Regardez un peu bizarrement. C'est quoi ce pubeux qui nous parle de mesurer le bonheur? Et par chance, le patron du laboratoire INSERM, avec qui on bosse toujours aujourd'hui, il est musicien et ça avait un peu turlupiné. Il fait tiens, mesurer l'intensité des émotions positives, ça pourrait être cool. Et bien on va faire des essais. Donc moi je me disais, bon, dans 2 mois, on a la solution. Et en fait, ils ont mis 1 an. Il y a eu 1 an d'études cliniques. Et parce qu'il y avait 2 marches à monter, c'est-à-dire qu'il fallait voir si on était capable de mesurer les émotions positives, c'est-à-dire à plus faible amplitude que la douleur, et chez les personnes conscientes, qui est quand même aussi une 2e marche. Et en fait, ça fonctionne, et donc aujourd'hui, on a une boîte qui s'appelle HNL, et donc on vend un système qui permet de mesurer l'intensité émotionnelle des consommateurs en prenant la pulsation cardiaque face à des stimuli audiovisuels. Donc voilà, bon, je ne vous parle plus de ma boîte, l'idée c'est pas de parler de ma boîte, mais c'est de parler de la créativité et de la mesure des émotions. Alors, en fait, à quoi ça sert de mesurer l'intensité émotionnelle? Notre cerveau, on le sait tous, il a des capacités gigantesques et on n'en utilise qu'une petite partie. Pourquoi on n'en utilise qu'une petite partie? C'est que malgré ses capacités, on va dire, chimiques et mécaniques, il a un problème, c'est l'énergie qui est à sa disposition. En fait, notre cerveau, il n'a le droit qu'à 20% de l'énergie de notre corps tous les jours, pas plus. Et donc, avec ces 20%, avec cette énergie, il doit gérer tous les actes conscients, qui sont très consommateurs d'énergie. Il doit gérer les actes vitaux, donc c'est l'équilibre, enfin ça semble rien, mais enfin c'est super compliqué, l'équilibre, c'est un truc énorme, la vision, la perception, etc. Et puis il doit gérer les petits réflexes. Et du coup, il a dû occulter un certain nombre de fonctions. Comme par exemple le temps qui passe. On est incapable de quantifier le temps qui passe. C'est pour ça qu'on a inventé la montre. On ne sait pas depuis combien de temps on est assis là, très précisément. Et l'intensité émotionnelle, c'est pareil. On est incapable de dire à combien est notre émotion. On est capable de dire si une expérience a été agréable ou désagréable, qui est différent du j'aime ou j'aime pas. Attention. Donc on est capable de dire si une expérience a été agréable ou désagréable. On est capable de dire ce qu'on a ressenti, de la joie, de la tristesse, de la contrariété, de l'envie. En revanche, l'intensité, c'est impossible. Et notre système, en fait, mesure l'intensité émotionnelle. Alors, on va revenir sur les émotions pour qu'on soit bien d'accord. Les émotions, c'est quoi? C'est des réactions physiques et donc qui sont issues d'événements extérieurs. Il y a les 8 émotions primaires, la fameuse roue de Plutchik. Voilà ce que sont les émotions. Donc on soit bien d'accord. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez tout de suite. Alors, les émotions, il y a 3 facettes différentes. Il y a des émotions subjectives. En fait, c'est les émotions, ce que les émotions nous évoquent, oui. En fait, les émotions subjectives, c'est les émotions qu'on va pouvoir exprimer. Donc là, il y a l'acte conscient. Donc elles ne sont déjà pas primaires, elles ne sont pas naturelles. Il y a le filtre du conscient. Il y a les émotions comportementales.
en fait, qui sont liés au mouvement des muscles, alors les mouvements des muscles de la face, ou des tics ou des choses comme ça, donc ça c'est maîtrisable. Et il y a les émotions physiologiques, où là il y a des modifications des organes et des systèmes du corps humain. C'est-à-dire, donc modification des organes, je ne fais pas de dessin, c'est réflexe, et notamment la variabilité cardiaque, ça joue, ça bouge en fonction des émotions. On ne peut pas les manager. Donc, pour mesurer les émotions subjectives, c'est les questionnaires. Donc voilà, on vous montre deux trucs. Laquelle des deux préférez-vous? Je préfère celle-là. Donc déjà, celui d'à côté, s'il y a un focus group, 10 personnes ont dit qu'ils préféraient la première. Si le dernier il est un peu timide, il va préférer la première quand même, alors que la deuxième, c'était pas mal. Le comportemental, c'est la mesure des mouvements des muscles de la face. Donc, c'est intéressant, on est proche du réflexe, mais pas complètement. Et puis le physiologique, là, c'est la mesure, l'électrodermie, la sudation, et puis la variabilité cardiaque. Donc voilà pour vous donner un petit peu les éléments. Donc en fait, aujourd'hui, on est capable de mesurer cette intensité émotionnelle. Alors, menace ou opportunité pour les créatifs? En fait, quand on a commencé à vendre ça, alors je dis on parce qu'il y a Stéphane qui bosse avec moi qui est là. On est tous les deux dans cette histoire, on est plus que tous les deux ce soir. Donc, imaginez que, fort de cette invention, on est allé la vendre à des cabinets d'études, à des agences de pub, à des annonceurs. Et donc, on voyait forcément des créatifs. Et on avait deux réactions. Il y avait d'un côté des créatifs qui disaient « mais votre truc, j'en veux pas. J'en veux pas. » Pour eux, c'était une menace. Et d'autres créatifs qui se disent « waouh, c'est génial. C'est vraiment génial. » Ils ont vu une opportunité. Alors, les menaces dont on a parlé, quand un créatif disait « mais ça va pas, pourquoi ?» Parce que nous, on est là pour créer. Si on mesure, notre travail va être galvaudé. Pourquoi mesurer notre travail? On a bossé, on a réfléchi, on a créé. Donc, ça ne nous plaît pas d'aller mesurer. Parce qu'on va avoir un risque d'uniformité. Une fois qu'on aura mesuré tout ce qu'on crée, on va tous faire la même chose, on va servir la soupe, tout le monde va être content, on va être chez un peu Gloland ou pas Nigloland. Et donc, on va faire que les trucs sympas et tout le monde va être sympa, c'est un peu modé, ça va pas du tout. Et puis, en disant, on va perdre l'effet de surprise, c'est pas sympa. Donc nous, votre truc, on n'en veut pas. Donc ces créatifs-là, on considérait que c'était une menace d'aller mesurer les émotions. Et puis on a les autres, donc mes amis, les opportunités pour les créatifs de la mesure des émotions. Alors, la suppression de la chaîne de la mort. Qu'est-ce que j'appelle la chaîne de la mort? La chaîne de la mort, c'est... Alors bon, c'est vrai qu'avec les ateliers de création de Nice to Meet You, la chaîne de la mort est déjà cassée. Très bien. La chaîne de la mort, c'est quoi? Vous l'avez certainement tous vécu. Vous avez un brief, il y a plusieurs projets, on a une shortlist. 3 projets. OK. Le chef de projet du client va vous dire putain, top, le premier, vraiment bien. Vraiment très très bien. Écoute, je prends les 3, mais le premier est top, bravo. Et hop, il retourne dans la boîte. Et puis, son N+1, il fait regarder chef. Là, putain, le B est bien, le 2, super. Ah. Et toi, oui, vous avez raison, le deuxième est vraiment pas mal, quoi. La chaîne de la mort n'est pas finie. Hein. Et donc, le N+1 va voir le big boss. Il dit, chef, voilà, le logo, les 3 logos, les 3 projets et tout. Ok, très bien. Écoutez, je les prends, laissez-moi réfléchir une soirée et puis on en reparle demain. Il rentre chez lui. Chérie, je peux te montrer 3 trucs là? C'est vrai. Oui. Regarde. C'est quoi ces horreurs? C'est les projets de stagiaires pour le nouveau logo et tout. C'est naze, c'est pas ta boîte ça. Ouais, non, t'as raison. Et voilà, et la chaîne de la mort, on est arrivé au bout, ça redescend, ça va pas du tout, il faut tout recommencer. Et ça arrive souvent, hein, j'ai été dans la pub, et ce genre de truc où, en fait, on dit que les femmes ont énormément de pouvoir. Et donc, voilà, donc, si vous arrivez à mesurer l'intensité émotionnelle, ça se discute pas. Et ça va arranger tout le monde, parce que il y a le problème d'un client, c'est de prendre une décision. Il doit prendre une décision. Prendre une décision, c'est renoncer. C'est risquer de se planter. Donc, si on arrive
avec sa création, à avoir des niveaux d'intensité émotionnelle, on peut très bien dire, ben voilà, celui qui procure le plus d'émotions à la cible, ça veut dire qu'il faut faire focus group, etc. etc. Mais ça permet ça. Alors, ça permet la découverte de l'innovation frugale. Qu'est-ce que c'est que l'innovation frugale? Le meilleur exemple d'innovation frugale, c'est le porte-gobelet. L'innovation frugale, c'est une innovation qui ne coûte rien. Là, les financiers vont applaudir, mais qui donne une valeur d'usage qui est vraiment forte. Le porte-gobelet dans les bagnoles, ça coûte pas cher, mais le premier qui a cette idée, c'est une idée de génie. Il y a des ventes de voitures qui ne se font pas parce qu'il n'y a pas de porte-gobelet. Et en fait, avec HNL, l'idée, ou avec la mesure des émotions, j'ai dit que je ne faisais pas de pub pour ma boîte, mais en mesurant les émotions, eh ben, vous allez être capable de trouver un petit truc qui a l'air de rien, qui ne coûte pas cher, et vous le testez, et là, vous vous rendez compte que la valeur d'usage elle est nettement supérieure avec cette nouvelle idée. Et alors après, là, ça j'adore, le top du top, c'est l'innovation dans les arts séquentiels. Dans la musique, il y a un producteur new-yorkais qui faisait partie de ceux qui m'ont dit putain, c'est génial ton truc. Pourquoi? Lui, il a eu 8 Grammy Awards, il s'appelle Ron Taylor, et il dit la musique, ça commence à me saouler, faire un tube, c'est pas compliqué. Il y a les accords magiques, la musique c'est un art séquentiel, c'est couplé, refrain, etc., etc. Moi je voudrais créer vraiment un nouveau truc, une nouvelle musique. Et donc ça permet quoi? Ça permet d'imaginer des choses incroyables, comme vous êtes créatif, il faut en profiter. Et en mesurant ça, ça va être de trouver des nouveaux codes, des nouvelles façons de faire de la pub, des nouvelles façons de faire du design objet, etc., etc. De pouvoir tester ces choses-là et se rendre compte que quelque chose qui aurait pu être très mal reçu. On dit, oh, attends, mais c'est quoi ce que tu me fais là? Ça ne marchera jamais. Bon, ben, si c'est testé avec des systèmes de mesure des émotions, on peut être très très étonné. Donc en fait, mesurer les émotions, c'est garder le leadership de l'intelligence naturelle contre l'intelligence artificielle. Vous avez des questions? J'ai terminé. Ah, quand même. Vous mesurez l'intensité, mais la balance... Vous la mesurez ou pas? Non, alors en fait, la balance, en déclaratif, ça marche très bien. C'est ce que je disais tout à l'heure. La balance, ça va être sur agréable, désagréable. Donc en fait, nos clients, parce que oui, notre business model, c'est pas de faire les études de mesure des émotions. Nous, on fournit la solution à des cabinets d'études ou à des agences ou aux annonceurs. Et donc en fait, c'est un outil supplémentaire à un focus group. Donc dans le focus group, on va savoir si l'expérience a été agréable ou désagréable. En même temps, ça se prévoit assez facilement. Là, on bosse avec une boîte qui est au Québec. Quand on leur montre une pub sur la sécurité routière hyper angoissante, ils savent très bien que, enfin, on voit et les gens le disent, ouais, ça a été très 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 désagréable. Et nous, on va mesurer cette intensité. Maintenant, le désagréable, ça peut être fait avec le face coding. De toute façon, la solution de mesure des émotions, elle est vraiment multidimensionnelle. C'est bien de mettre du face coding avec une solution d'intensité. Par contre, on est les seuls à faire une solution d'intensité qui soit objective et surtout l'intensité du système nerveux parasympathique, c'est-à-dire des émotions du quotidien. L'électrodermie, en fait, ça mesurait les intensités émotionnelles, mais du système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique, c'est quand votre vie est en danger. Alors, la différence entre les deux types d'émotions, l'électrodermie, en fait, vous vous promenez dans la forêt avec des membres de votre famille, un ours brun se dresse devant vous. Là, c'est le système nerveux sympathique qui va se mettre en place. Vous allez devenir super intelligent pour protéger vos proches. Vous allez courir comme jamais vous n'avez couru. Par contre, vous serez rincé. C'est le système sympathique. C'est les émotions très très fortes. Vous êtes dans une salle de cinéma. Vous voyez un ours qui se dresse à l'écran. Ça vous fait un petit frisson. Mais vous restez assis. C'est le système nerveux parasympathique. Et c'est ce que mesure la variabilité cardiaque. Donc la balance, on l'a en déclaratif. Et le type d'émotion, la qualité de l'émotion, on l'a aussi en déclaratif. Nous, on pourra la donner dans quelques mois ou années, en fait, avec des patterns de réaction, avec des courbes. Mais pour le moment, alors tout ça est très, très nouveau. Hein, donc il y a encore du boulot, mais enfin, ça marche déjà très, très bien. Une autre question? Est-ce que vous avez déjà rencontré des problèmes éthiques? Parce que si on peut mesurer les émotions, on peut diriger les gens et dans le premier.
Alors en fait, non, alors on n'a pas encore eu de problème comme ça et je ne sais pas si on va en avoir. Mais nous, on vient juste répondre à une carence d'une personne qui ne peut pas déclarer son intensité. Parce que notre cerveau ne peut pas le faire. Donc, on voit, il y a des panélistes, quand on leur explique ce que va faire notre système, ils font ouf, rien à cocher, tranquille. Parce qu'il y a il y a même quelquefois dans les études marketing, il y a une charge cognitive qui est liée à qu'est-ce que je mets B, si je mets B. Donc, tandis que là, c'est regarder une bande-annonce, regarder, écouter une musique, et il n'y a rien à faire. Après, il y a des questions sur agréable et désagréable. Donc, d'un point de vue éthique, on n'a pas eu de problème. Déjà, les personnes qui sont mesurées le savent, forcément. On leur met quand même des petites électrodes à l'intérieur des poignets, parce que c'est 2 autocollants. En fait, c'est vrai que pour le choix d'un logo, c'est pas, je veux dire, c'est pas important. Mais j'imaginais plutôt un homme politique qui cherchait à faire son affiche et qui utilisait vos outils pour arriver à avoir la meilleure affiche possible pour toucher les gens. Est-ce que ça ne deviendrait pas artificiel? Et du coup, une sorte de manipulation parce que, comme on sait comment les toucher, leur faire passer un message très fort. C'est une question, hein, je ne sais pas du tout. Alors en fait, Ipsos à Londres a utilisé notre système pour mesurer 2 discours pendant les législatives en Angleterre. Et en fait, cette mesure d'intensité émotionnelle était une composante. C'est pas suffisant pour tout faire. Enfin, je dirais, les bases du marketing, hein, alors ça marche aussi pour la politique, il faut, pour qu'un truc se vende, il faut le faire connaître, le faire aimer et faire agir. Nous, on va être dans la mesure du faire aimer. Si le faire connaître et le faire agir est mal foutu, ça va pas faire un tube. Et là, un homme politique qui fait une super affiche, enfin, déjà, je pense pas que les électeurs vont se fier à l'affiche, parce que quand ils vont le voir en vrai, ils vont dire il essaie de nous avoir, celui-là. Il est beaucoup plus petit et plus vieux en vrai que sur l'affiche. Donc, c'est une aide à la décision. Donc, on vient flouer personne et on vient donner une métrique là où il n'y en avait pas. Donc, mais encore une fois, c'est juste un outil. Pour moi, très franchement, c'est une découverte phénoménale. Mais ça n'a pas plus de valeur qu'une règle pour un architecte ou un logiciel de PAO pour un graphiste. Vous me donnez Photoshop, ça va vous faire marrer. Vous me donnez Photoshop à quelqu'un qui sait s'en servir, elle va faire des trucs canons. Ben, HNL, c'est pareil. S'il y a un cabinet d'études de pas top qui utilise HNL, derrière les préconisations vont être nazes. Bon, bah, quelqu'un qui connaît bien son métier, ses préconisations vont être top, parce qu'il aura cette métrique qui va lui permettre de dire ah bah ça, à ce moment-là dans la pub, on a une baisse, donc c'est pas top parce que c'est le moment où la marque est citée. Il y a un exemple dingue, là, je parle toujours du Québec parce qu'on travaille plus avec les Québécois qu'avec les Français, c'est bizarre. Et donc ce fameux, il y a le ministère de la Santé et le ministère de la Sécurité routière qui utilisent notre système. Déjà, nous on se rend compte sur la plupart des pubs qu'on mesure qu'elles sont genrées, c'est-à-dire que les hommes réagissent différemment des femmes, ce qui voudrait peut-être dire que dans les agences demain, au lieu de faire une pub, il faudra en faire 2, chouette. Et donc, comme en plus, les pubs peuvent être ciblées en termes de diffusion, on peut très bien pousser la pub version femme aux femmes et la pub version homme aux hommes. Mais tout ça pour dire qu'au Québec, les pubs de sécurité routière, ils mettent tout le temps le crash à la fin. On voit l'accident. C'est comme ça à chaque fois. Je l'ai appris en étant là-bas. Et donc, on a mesuré. L'agence voulait montrer à son client qu'il fallait peut-être changer de méthode. Et donc, on a comparé une pub avec crash sur les textos. C'était en voiture, on ne texte pas. Et une autre pub de sécurité routière avec juste de l'émotion de filiation. Mais tout le long. Et le titre de la pub, c'était « Fais attention à toi ». Donc, sur la première, elle est un peu rigolote au début. En fait, c'est en voiture, on ne texte pas. Donc au début, on voit un gars en charrette au Moyen-Âge en train d'écrire avec sa plume sur un parchemin. Puis forcément, ça merde parce que ça bouge dans tous les coins avec les bosses. Ensuite, on voit un gars dans un taco en train de faire du morse et il fait un truc sur 2 parce qu'il y a des bosses. Et puis une nana années 50 qui tape à la machine. Et là, il y a le slogan si on pouvait écrire en voiture, ça se saurait. Et à la fin, on voit un gars en train de texter aujourd'hui et il s'explose la gueule sur le pare-brise. Et l'autre pub, c'est « Fais attention à toi », c'est
d'avoir une petite fille qui fait un dessin à son papa, qui met dans la lunchbox, on dit fais attention à toi, une maman qui fait un texto à son fils qui part à l'école en vélo, fais attention à toi. Et c'est vrai qu'elle est belle, il n'y a pas d'accident dans la boîte. Et ben, la deuxième est beaucoup plus forte que la première, mais en plus, dans la première, couplée au focus group et au déclaratif, ben, les consommateurs disaient oh, le début est vraiment drôle, notre courbe elle fait, on sait à combien elle monte, puis après ben, on attend l'accident. Ben, comment ah oui, au Québec il y a toujours un accident là. Et en fait l'accident ça marche pas. Ben, la préconisation ça a été de dire au ministère de la Sécurité routière, ben, peut-être que l'accident là, il faudrait peut-être lever le pied parce que on s'en prend tellement. Et c'est les accidents les plus marquants qui ont été mettre une base très haute. Donc si l'accident n'est pas plus fort, parce que les émotions c'est de la nouveauté, hein. Si pas de nouveauté, pas d'émotion. Ben si, après c'est la course à l'armement quoi. Donc voilà, ça va servir à ça, c'est de pas se planter quoi, d'éviter les gâchis. Je comprends bien, c'est un outil à utiliser plutôt en phase de test Alors, en phase avant. il y a deux possibilités. La phase de test, elle a un inconvénient, c'est qu'on a rarement le temps de faire des tests avant. Parce qu'il faut aller très vite. Comment ? Ça dépend comment on travaille. Bien sûr, quand on est bien organisé, c'est vrai, je dis n'importe quoi, bien organisé, on va pouvoir mesurer avant. Bon. Mais il y a plein d'agences qui ne sont pas bien organisées. Non, mais donc, sérieusement, on peut faire les deux. Donc effectivement, on peut mesurer un truc, et puis y retourner après, pour faire des changements. L'autre solution qui est plutôt appréciée, c'est de sortir quelque chose, de le mesurer et de lui donner la vie qu'il mérite, entre guillemets. C'est-à-dire qu'une fois qu'un contenu est sorti, on va encore dépenser de l'argent ou pour le diffuser ou pour le distribuer. Eh bien, on a un résultat qui n'est pas top, ben on lui donnera une petite vie assez courte et qui ne coûte pas trop cher. Mais par contre, on va repérer que ce qu'on a fait là, ben sur la cible, c'est pas top. Et en mesurant comme ça et en se faisant cette data de mesure, au bout d'un moment, il va y avoir un apprentissage et on va commencer à voir ce qui marche vraiment sur la cible visée. Donc c'est une autre manière de faire. Je préconise rien, j'explique ce que font nos clients. Mais votre deuxième préconisation, pour moi, c'est aussi un test. Enfin, c'est un prototype. Oui, mais on n'y touche pas. Oui, on fait un test avant. Mais j'avais compris dans votre question. C'est pas un outil d'insight, c'est ce que je veux dire. De post-test Non, de pré-test. Enfin, en fait, avant la phase de conception. C'est plutôt un outil une fois qu'on a un prototype ou qu'on a quelque chose de créé. Là, on va. Alors, en fait, effectivement, on ne l'a pas encore fait, mais on commence à nous demander de mesurer des storyboards. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore claqué de pognon, voire des scripts. C'est-à-dire que ça a été c'est écrit. Et donc là, on est en train de monter une étude là-dessus où en fait, on va faire enregistrer plusieurs scripts par une personne et passer ces scripts à des panels utilisateurs. Où là, effectivement, il paraît qu'il y aurait déjà un engagement si le script est bien foutu. S'il y a un script qui sort par rapport aux autres, autant bosser sur celui-là. Une bande audio. Oui. D'autres questions? Comment on fait pour comparer les résultats de deux personnes? Je suppose que le niveau standard ne doit pas être le même chez chaque personne. Oui. Alors, ok. C'est très vrai. En fait, ce qui va différer d'une personne à l'autre, enfin, on est dans des classes, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, si on dit je vais mesurer votre intelligence émotionnelle, ça fait toujours un peu peur. Je dis merde, s'il me détecte con émotionnel, ça ne va pas. Donc on a changé les termes, on appelle ça nous l'habileté émotionnelle. En fait, c'est notre émotivité. Et effectivement, on est tous dans des classes d'émotivité différentes. Et donc, comme on est sur des panels propriétaires, on ne mesure pas des gens au pied dans la rue, en fait, on a un questionnaire de 30 questions. Et avec ce questionnaire, on va déterminer l'indice d'habileté émotionnelle de la personne mesurée. Mais ce sera fait une fois pour toutes. Donc, cette personne dans la base, on a ses niveaux d'indice d'habileté émotionnelle. Et si on se rend compte qu'elle est hyper émotive, ben on va venir pondérer. Alors, s'ils sont hyper émotifs, donc limite pathologique, et à l'inverse, complètement dénués d'empathie, à sang-froid, on les écarte sans leur dire, mais statistiquement, ils vont être écartés. Et après, s'ils sont dans la moyenne qu'on a, ben on les garde, on ne touche à rien.
Et si on a des gens qui sont limite extrêmes, on peut venir pondérer. Donc on prend en compte l'émotivité. Alors en tout cas dans notre système à nous, après les autres je ne sais pas, mais effectivement vous avez raison, il y a différentes classes d'émotivité. Et si on mesure, bon, en même temps, on va mesurer, il ne faut pas faire ça avec 3 personnes, quoi. L'avantage aussi en mesurant les émotions, c'est que comme il n'y a pas les biais du déclaratif, on n'a pas besoin de mesurer 1000 personnes, quoi. 40, 50 personnes pour faire un quanti, c'est largement suffisant. Sur un persona donné. Et donc, l'idée, même en mesurant 10 personnes, c'est déjà d'avoir une idée de ce que ça peut faire. Est-ce que vous travaillez avec les créatifs sur les phases d'analyse justement des résultats? Alors, nous, on ne travaille même pas sur les phases d'analyse. C'est là où, justement, c'est plus notre métier. Ça va être nos clients et les cabinets d'études qui vont travailler sur les analyses. Créatif, en fait, dans ces phases. Comment? Il n'y a pas de créatif. Vous vendez au cabinet d'études, en fait, il n'y a pas de créatif. Mais après, ça reviendra au créatif. Mais c'est rare que pendant la conception, c'est hyper rare. On a plus de cas, voilà, c'est fait, on mesure, et que de revenir à chaque fois. Mais en même temps, nous, le système mesure de la douleur à une vingtaine d'années. Cette mesure des émotions positives et des émotions négatives, hein, bien sûr. Et donc, elle a été validée qu'en 2014. Et nous, on vend depuis juin, septembre. C'est juste qu'on parle du design et pour moi, c'est toute la base du marketing aussi, hein, avec, mais c'est quelle place, quand on livre des outils comme ça un peu prémâchés au designer, quelle place pour l'observation et quelle place pour l'intuition du créatif. Et il faut la laisser, justement. Ah oui, bah, alors c'est menace ou opportunité. Mais on est bien d'accord. Moi je dirais un peu des deux, mais ça dépend vraiment du process de travail. En fait. Ou la façon dont le créatif voit les choses. En fait, ça va permettre d'essayer plein de choses. Donc l'intuition, bien sûr qu'elle est présente. Oh là là. Et après, on peut avoir une intuition et qu'elle ne soit pas bonne. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on fait des tests. Voilà. Merci Antoine. De rien.